Aujourd'hui dans StoryCube, on reçoit une femme dont le métier fait peur à tout le monde. Et pourtant, sans elle, aucun adieu ne serait possible. Sabrina est croque-mort. Son travail, laver, habiller, maquiller les morts. Et surtout, gérer les vivants. Parce qu'avant d'être un métier de mort, c'est un métier de situation improbable. Des familles qui s'insultent devant le cercueil. Des demandes absurdes. Des drames, des secrets et parfois des fous rires qu'on n'oublie jamais. On lui a déjà demandé d'habiller un défunt avec des costumes terribles, de glisser des jouets pour adultes dans un cercueil. Elle a déjà vu des bagarres éclater pendant une cérémonie, et même une chenille géante sortir d'un crématorium. Et derrière ces moments surréalistes, il y a aussi le vrai poids de la mort, les corps méconnaissables, les familles brisées, et ces histoires qu'elle seule a vues de si près. C'est quoi le pire qu'elle ait dû préparer? La scène la plus folle, les secrets qu'on découvre quand on s'occupe des morts. Ce soir, dans StoryCube, Sabrina nous emmène dans les coulisses d'un métier tabou. Elle raconte les morts qu'elle a préparées, les familles qu'elle n'oubliera jamais et les anecdotes les plus incroyables de sa vie de croque-mort. Un épisode froid, absurde, parfois choquant mais terriblement humain. Bienvenue dans StoryCube. Après, on a des demandes des fois un petit peu particulières, notamment un jour une mamie qui m'avait demandé de partir avec tous ses cercueils. Donc on a mis tous les cercueils dans le cercueil. Mais de la défense? Oui. On a pu laver des gants quand même. On m'a déjà demandé des vêtements un petit peu atypiques, comme par exemple le costume dit. Ouais, on m'a déjà demandé que le défunt parte avec le costume dit. Chose que j'ai refusée parce que c'est pas légal. Voilà. Ça c'est pourquoi? Ça c'est parce qu'ils sont fanatiques de ça? Il y a eu un meurtre, la personne a pris 2 balles dans la tête et le jour de la cérémonie, enfin même quelques jours avant la cérémonie, la famille recevait des menaces parce qu'on n'avait toujours pas trouvé le meurtrier présumé. Et ils pensaient que c'était dans la famille opposée quoi? Non, pas forcément. Ah, okay. Non. En fait, on ne trouvait pas la gendarmerie ne trouvait pas qui avait fait le meurtre, quoi. Mais il était toujours dans la nature, le meurtrier, clairement. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, on accueille Sabrina. Sabrina, elle a un métier plutôt atypique, en fait, elle est croque-mort, ou plutôt conseillère funéraire. Vous allez voir, son métier est rempli d'anecdotes, chacune plus loufoques les unes que les autres, et aujourd'hui on a la chance de l'avoir sur StoryCube pour qu'elle nous raconte dans les moindres détails c'est quoi son métier, qu'est-ce qu'elle a vécu de plus fou. Sabrina, bienvenue dans StoryCube, enchantée, comment tu vas? Ça va très bien, merci, enchantée. Peut-être avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, tu peux nous raconter un peu, finalement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce métier de croque-mort? Tout le monde connaît un peu le terme, mais on sait pas vraiment c'est quoi en fait. En fait, c'est le jargon croque-mort, mais on dit plutôt conseiller funéraire, maître de cérémonie. Et moi, la particularité que j'ai en plus, c'est que je suis dirigeante d'une entreprise de pompes funèbres. Et donc ça consiste en quoi en fait? En fait, ça consiste à accompagner les familles qui vivent le deuil, le décès, de A à Z, c'est-à-dire dans l'organisation de la cérémonie, la création de la cérémonie, tout ce qui est démarches obsèques, administratives, etc. Les mises en relation avec les EHPAD, avec les différents lieux de culte, mais aussi c'est les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la cérémonie, donc l'inhumation, la crémation et officier à ce moment-là, quoi. Toi, c'est quoi peut-être les gens se demandent, mais c'est quoi qui t'a fait rentrer dans ce métier-là, quoi, finalement? C'est assez atypique. C'est vrai qu'on n'est pas en se disant ouais, je veux être croque-mort un jour. C'est pas forcément le métier qu'on se dit être métier de vocation, et pourtant c'est devenu une vocation pour moi. C'est quoi ce qui t'a passionné dedans En fait, si tu veux, j'ai été pendant 11 ans dans l'hôtellerie-restauration, donc rien à voir. Et puis j'ai vécu le deuil de très près. Donc j'ai perdu mon père qui avait 52 ans, qui est parti d'un cancer il y a 6 ans de ça. Et en fait, ça a été ultra révélateur pour moi. Je me suis dit waouh, en fait, il a trimé toute sa vie pour finir comme ça. En fait, de se tuer la santé sans avoir profité, sans avoir pu faire plein de choses. Et je me suis dit non, mais en fait, est-ce que tu es vraiment heureuse? Et j'avais tout pour être heureuse, mais professionnellement parlant, je ne l'étais pas. Donc je me suis rendu compte de l'importance aussi de l'organisation des obsèques, parce que j'ai eu à organiser celle de mon père, et je me suis dit il y a un vrai métier derrière. Et puis j'ai poussé les portes d'une pompe funèbre, autre que pour organiser des obsèques, et je suis tombée amoureuse du métier. Et depuis, j'ai pas lâché. C'est quoi ce qui t'a passionné dedans? C'est le fait de se sentir utile, d'accompagner les gens dans les pires moments de leur vie, et de les épauler, de les aiguiller. On vit des sensations folles, on vit des émotions qui sont complètement folles. On pense pas que notre métier, ça s'arrête. En fait, que ce soit si complet que ça l'est réellement. Notre métier, c'est bien plus que ce qu'on le pense. Et on vit bien plus de choses qu'on ne le pense. Et ça m'a énormément plu. Ouais. T'as déjà eu des familles qui demandent, je sais pas,
par exemple pour préparer le cercueil qui demande de mettre des choses précieuses dans un cercueil ou des choses atypiques ou... Alors, des choses précieuses, bon, en général, les bijoux et tout ça, les familles les gardent plus ou moins. Ok. Des choses un petit peu loufoques, oui. Non, c'est marrant, donc en général, les familles gardent quand même les bijoux, ils préfèrent pas forcément laisser le... Souvent, ils aiment bien les garder quand même, ouais. Ils aiment bien les garder, de se dire peut-être que ça ira dans l'héritage. Par exemple, la bague de mamie qui est importante pour les fiançailles de la petite fille ou autre. Voilà, donc ils aiment bien garder les bijoux en souvenir aussi. Et après, ouais, c'est vrai qu'on met des trucs fous des fois. Alors bon, on a les choses qui sont plutôt classiques comme les photos, les fleurs. C'est quoi les trucs les plus classiques en général Photos, fleurs, des lettres, des dessins. C'est ce qu'on va mettre le plus souvent. Après, on a des demandes des fois un petit peu particulières. Notamment un jour, une mamie qui m'avait demandé de partir avec tous ses toys. Donc on a mis tous les toys dans le cercueil. Mais de la défense? Oui. On a manipulé avec des gants quand même. C'est un truc de fou. Et de son vivant, elle était complètement OK avec ça. Elle me l'avait dit, on avait fait un contrat obsèque pour ça. Mais sa volonté, c'était clairement de partir avec tous ses toys. Ça veut dire que c'est stipulé dans le contrat oui. Qu'il y a oui. la présence d'objets dedans. Ok, attends, c'est fou. Et comment tu réagis face à ça, toi? En fait, je lui ai fait répéter 2 ou 3 fois quand elle m'a demandé ça. Et je me suis dit, mais c'est une blague en fait. C'était vraiment étrange. Et puis après, la façon dont elle avait 70 ans à peu près, entre 70 et 75, je me souviens plus exactement. Mais non, mais elle était totalement open avec ça, en fait, de me dire en fait, j'ai manqué d'amour toute ma vie, les hommes sont pas capables, mais vraiment, elle était trop... Ah oui, ok, c'est dans ce... Ah ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est pour aller pour montrer un peu que finalement, je sais pas moi, le plaisir féminin est plus important que... C'était important pour elle, en l'occurrence. Bon, c'est important pour beaucoup de femmes, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais elle, c'est quelque chose qui l'a accompagnée en fait toute sa vie quasiment. Okay. Enfin pas toute sa vie parce que je suis pas sûre qu'à l'époque il y en avait c'était différent, mais sur ces dernières années en tout cas les secteurs ils l'ont énormément épanouie, l'ont énormément accompagnée. Okay. C'est pour ça qu'elle tenait clairement à partir avec. C'est ouf. Et il y a d'autres objets tu vois, étranges comme ça que tu aurais pu voir dans les cercueils ou des trucs où tu t'es dit c'est marrant, j'ai pas l'habitude, tu vois. Ouais, bon, les bouteilles d'alcool en général, il y a des gens qui essayent de mettre des bouteilles d'alcool, bon c'est pas légal donc je suis obligée de les retirer et leur dire vous la boirez après. On peut pas mettre une bouteille d'alcool dans un... Ça dépend en fait, le problème c'est que ça pollue beaucoup et puis une bouteille d'alcool si le cercueil va en crémation, pas très compatible. Quoi. Ouais. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas mettre à la crémation, les monstres qui est avec des piles de l'alcool ou autre, ça s'enflamme au four donc on évite. Pourquoi les gens veulent mettre des bouteilles d'alcool dedans? C'est quoi? C'est parce que... Parce que c'était un bon vivant, le défunt peut-être par exemple, le bon vivant, ils sont pris plusieurs apéros ensemble, ils faisaient les férias, les choses comme ça, et du coup ça reste dans... Ouais. Après dans le sud-ouest on en verra beaucoup des choses comme ça parce qu'on on a une culture assez rugby, troisième mi-temps et tout ça, donc ça arrive assez souvent qu'on me demande des choses comme ça, ou qu'on me demande même de boire l'apéro après l'enterrement quoi. Ok ouais. Ouais. C'est quoi les trucs les plus étranges qu'on t'a demandé, je sais pas, d'écrire par exemple ou de glisser pour accompagner un défunt? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on te demande, des trucs comme ça? Alors, on m'a déjà demandé des vêtements un petit peu atypiques, comme par exemple le costume dit. Ouais, on m'a déjà demandé que le défunt parte avec le costume dit. Chose que j'ai refusée parce que c'est pas légal. Voilà. Ça c'est pourquoi? Ça c'est parce qu'ils sont fanatiques de ça? Peut-être parce qu'ils sont fanatiques et surtout parce que en fait, le défunt, de son vivant, disait toujours le jour où je meurs, enterrez-moi un hit. Et ils ont pris le truc au mot, quoi. Donc, ils voulaient respecter cette volonté-là. Bon, seulement, c'est pas une volonté qui était écrite sur contrat obsèque, donc voilà. Et en plus de ça, c'est pas légal. Donc, concrètement... Ça marche comment, un contrat obsèque? C'est un contrat que tu fais en amont avec la personne ou c'est un truc que tu... Les contrats obsèques, souvent, c'est des personnes qui se présentent au pompe funèbre et qui nous demandent d'écrire les dernières volontés. Donc, on prépare ensemble toutes les obsèques, c'est-à-dire choix du cercueil, choix de la cérémonie, s'ils veulent une cérémonie laïque, religieuse, s'ils veulent une chambre funéraire, être en présentation, qu'on le voit pas. S'ils veulent un maquillage, une coiffure spécifique, des vêtements spécifiques, et on établit tout sur contrat. C'est-à-dire que le jour où il décède, déjà, il aura payé ses propres obsèques, il aura tout choisi, et en plus de ça, on est dans l'obligation de respecter les volontés. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, tu t'entends pas avec tes enfants et que tu as pris la décision d'être crématisé, tes enfants ne pourront pas aller à l'encontre de cette décision-là. D'où l'importance du contrat obsèque. L'autre importance du contrat obsèque, c'est de ne pas laisser aux familles
ce poids d'organiser des obsèques, de prendre des décisions et le poids financier. Et il se passe quoi si tout d'un coup t'as pas le temps d'en faire un ou si Dans si on ce a cas, pas, en fait, dans ce cas, c'est les héritiers qui doivent décider, quoi. Ok, ouais. Du coup, ils doivent se mettre d'accord en fait sur la. C'est ça. Ok. Et comment ça se. Enfin, c'est bizarre, mais moi jamais je viendrais à l'idée Et pourtant. de faire un contrat comme ça. Donc comment ça arrive? Est-ce que les gens d'un coup ils ont un déclic et ils se disent qu'ils vont faire un contrat ou c'est quoi le. En général, il y a une tranche d'âge qui fait que on commence à aller de plus en plus aux enterrements. On enterre les parents des copains, des copines et tout ça. Ok. La soixantaine, en général, ils commencent à préparer vraiment leur dernière demeure. Et après, j'ai eu des jeunes qui se sont intéressés à ça parce que il y a des conflits familiaux qui veulent pas, par exemple, que là, je prends le cas d'une jeune fille qui m'a fait un contrat obsèque parce que en fait, son père l'a violée. Et il lui reste que son père. Et en fait, légalement, c'est son père qui a pouvoir aux obsèques, qui doit décider. Et en fait, elle préférait avoir ses propres choix décrits sur contrat pour être sûre que son père ne vienne pas y mettre son nez. Voilà. Pour ça aussi, des fois, on fait des contrats. T'as déjà eu d'autres cas qui sont un peu plus sombres Ouais. J'ai déjà enterré, toujours pareil, même histoire, le papa d'une jeune fille qui a été violée toute sa jeunesse par son père et on a retrouvé le corps de son papa au domicile qui était décédé. La gendarmerie nous a appelés, il fallait qu'on intervienne et qu'on fasse la levée de corps, mais la fille ne voulait pas s'occuper de son père, quoi. Elle voulait pas s'occuper de l'organisation des obsèques, ce que je peux comprendre, mais en l'occurrence il fallait que quelqu'un s'en occupe et c'est elle a l'obligation légale en fait concrètement de s'occuper des obsèques de son père, sauf si elle passe devant un juge et qu'elle détermine par A plus B ce qui s'est passé et ce qui lui permettrait, voilà. Mais c'est des longues démarches, donc il est resté très longtemps parmi nous. Voilà. Il se passe quoi quand c'est comme ça? Juste le corps, on a laissé le corps en cellules négatives, donc en congélation quelque part, le temps que toutes les décisions soient prises et que quelqu'un puisse faire quelque chose, quoi. Ça arrive souvent des cas comme ça où Non, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. T'as déjà, préparé un corps qui t'a vraiment marqué, physiquement choquant ou difficile à voir ou des trucs comme ça? Alors, moi, je prépare pas les défunts. Ça, c'est vraiment le rôle du thanatopracteur. Mais par contre, ça m'est arrivé d'aller sur des lieux de scènes de crime, clairement. Des lieux où on arrive, le défunt, il s'est tiré une balle dans la tête ou un coup de fusil. Et il faut ramasser les morceaux, quoi, derrière. Des scènes où on arrive, c'est des scènes de meurtre, où la personne a pris 2 balles dans la tête. Enfin, ça arrive, où tu arrives des fois sur des scènes où les gendarmes t'appellent en disant on a un suicide et on a un pendu, quoi, où il faille décrocher la personne qui s'est donné la mort. T'as une anecdote comme ça, où une fois t'as vu ou d'une histoire que t'aurais vue, ou d'un corps que t'as vu et je sais pas, il y avait un meurtre ou il y a un truc Alors, plus récemment, je suis arrivée dans un domicile où une personne était décédée, un monsieur d'un certain âge qui, je pense pour moi, a été tué. Ouais. Voilà, on le saura jamais, mais je pense clairement, ou alors c'est un d'assister. Ouais. Je pense clairement que c'est ce qui s'est passé, voilà, parce qu'au vu de la disposition du corps, au vu de ce que j'ai vu, voilà, on me faisait croire que le défunt était décédé le matin même. Au vu de la couleur, de l'odeur et tout ce qui se passait dans cette chambre, c'était clair que ça faisait plusieurs jours qu'il était déjà décédé. Et ça, c'est des choses qui sont un peu marquantes quand même. On se rend pas compte, mais des fois on se dit mais c'est pas possible que tu fasses ça. Moi, j'ai toujours les ongles de fée, je suis toujours habillée en couleur, maquillée, très féminine et tout ça, et pourtant je suis sur ce genre de lieu, quoi. En l'occurrence, c'était quoi les éléments? C'était parce que le gars avait l'air en état de décomposition depuis plus longtemps et du coup tu te dis il était en état de décomposition avancée, Et c'était quoi? C'était genre la personne qui a prévenu les autorités, tu penses que... Mais en fait, il n'y a pas d'autorités qui ont été prévenues, clairement. Okay. Voilà, c'est un médecin qui est passé constater le décès et c'est quelqu'un qui était déjà de base malade. Mais voilà, c'est vrai que j'ai entreperçu des choses qui me font penser que tout n'était pas très clair. T'as déjà eu des familles qui t'ont demandé genre de modifier l'apparence d'un défunt, genre je sais pas, de changer ses cheveux ou de le maquiller ou j'en sais rien Ouais, ça m'est arrivé sur une mamie de lui faire une couleur aux cheveux. Ok. Voilà, parce qu'elle aimait énormément le violet et elle avait jamais voulu passer le cap d'avoir les cheveux violets et du coup j'ai été acheter une coloration instantanée là et je lui ai fait la couleur, donc ça c'était très sympa. Du coup, c'est-à-dire que vous faites la couleur à quelqu'un qui est déjà décédé, c'est fou, enfin comment... En fait, de toute façon, quand on prépare les défunts, donc il y a le thanatopracteur et moi je suis conseiller funéraire,
mais ça m'arrive de faire les ongles, de maquiller des fois ou de coiffer, si par exemple le thanatopracteur peut pas le faire, donc je suis là pour le faire aussi. Et des fois pour soulager les familles de mon temps aussi, parce que des fois ça coûte cher aussi des toilettes ou des soins de conservation. Donc je leur propose, je leur dis moi si vous voulez je peux le faire, il n'y a aucun problème quoi. Donc ça légalement parlant, j'ai le droit de le faire. Les soins de thanatopraxie c'est très particulier, je n'ai pas le droit de les faire. Donc en fait le défunt est placé sur une table en inox dans un laboratoire. J'ai toujours un lavabo à disposition, une douchette et tout ça. Et puis voilà, ça se fait tout seul quoi. Il y a des demandes que tu refuses comme ça? Ou que tu as parlé tout à l'heure du costume Ouais, le costume dit c'est quelque chose que j'avais refusé. Mais après en soi, non, j'ai jamais vraiment refusé plus que ça quoi en fait. C'est quoi les demandes qui sont genre interdites, que t'as pas le droit d'accepter À tout ce qui est un peu apologie du mal, comme Hitler. Les croix, des choses comme ça, c'est un peu... voilà. Partie du même truc, et des choses interdites pas forcément qui me viennent là de suite, ou des trucs que t'as pas le droit par exemple de mettre sur un corps. Il y a des contre-indications, je sais pas. Bon après on évite les armes, les choses comme ça aussi quoi. Okay, ouais. Ce qui est de base illégal dans la vie en fait c'est illégal aussi dans la mort quoi. Les drogues, voilà tout ça il faut éviter quoi. Enfin il faut éviter, c'est interdit. Ouais, ça marche. T'as déjà des familles qui t'ont demandé genre d'effacer un tatouage par exemple sur quelqu'un ou Non, j'ai jamais eu ce cas-là. On m'a demandé des tresses, on m'a demandé plein de petites choses comme ça mais... Ça arrive parfois que vous avez dans les cercueils des cadavres qui sont genre tellement abîmés que du coup vous pouvez pas forcément les montrer à la famille ou des trucs comme ça. Ça arrive. Tout dépend de ce qui s'est passé, des conditions du décès aussi. Souvent les accidents de train par exemple, c'est un peu compliqué. Donc après les familles comprennent très bien. Si on est transparent avec eux aussi, c'est très très important. Mais c'est vrai que ça arrive des fois. Ou alors on trouve des subterfuges. Par exemple, une fois j'ai dû accompagner un monsieur qui n'avait plus de tête du tout. Et en fait la famille tenait vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire aussi, qui tenaient vraiment à voir la personne. Je leur ai expliqué. Donc ça va être compliqué. Mais du coup, comme il avait des tatouages sur les mains, on a présenté les mains et on a caché le haut. Okay, voilà, pour pas non plus traumatiser les familles. Mais ils avaient besoin d'avoir un visuel et pour être sûr que c'était bien leur défunt, quoi. Donc ça arrive, ouais. Ou ça arrive des fois que l'état du corps soit tellement en décomposition qu'on puisse pas du tout le présenter aux familles. Après, on n'est pas là pour les interdire de quoi que ce soit. Et par contre, on peut fortement leur déconseiller de passer ce cap-là parce que des fois, c'est des traumatismes à vie, quoi. T'as d'autres exemples comme ça de corps en décomposition ou de moments. Comment par exemple le gars il avait plus de tête, il avait un accident, il y avait un truc. Là en l'occurrence c'était un suicide. Ah ok. Ouais, j'ai fait un lapsus suicide. Là c'était un suicide. Ok ouais. Il a utilisé un fusil pour se suicider et voilà. Il restait plus grand-chose. Quand tu passes sous un train, du coup, il se passe quoi? Comment ça se... Enfin, c'est... En fait, ça dépend de comment tu tombes sous les rails. Ouais. J'ai pas testé, je peux pas te dire. Ouais, mais il y a plusieurs possibilités. Des fois, c'est juste un membre arraché. Des fois, c'est tout le corps qui est en 1000 morceaux. Comment ça marche quand c'est comme ça, quand il y a plein de morceaux partout, par exemple, pour des cas de catastrophes naturelles ou des cas de... Et en fait, on a une housse mortuaire qui est obligatoire et on ramasse les morceaux et on les met dans la housse. Okay. Et on les transporte en institut médico-légal où on procède à des autopsies quand même sur les morceaux de corps, voilà. Donc à ce moment-là, en fait, c'est une sorte de sac en fait où il y a tous les restes mortuaires. Question un peu bête que les gens se posent peut-être, mais t'as déjà eu peur qu'un jour le cadavre soit pas mort, ou tu te dis en fait il est peut-être en vie ou j'en sais rien. Ouais, des fois je me dis si je me promène la nuit dans la chambre funéraire parce que je viens de faire un transport et je ramène un corps, des fois je me dis purée, j'espère que je vais pas ouvrir le frigo et tomber sur quelqu'un de vivant. Mais en France c'est quand même très compliqué de tomber sur ce genre de cas-là. Ouais, c'est déjà arrivé dans certains pays. Ah ouais? Ouais, ma phobie, je peux pas. Je pense que je le réendors une deuxième fois, c'est bon, le médecin fait le certificat médical de mort, tu restes mort. Non, je rigole, mais non, en France, c'est tellement réglementé, même quand une personne décède dans un hôpital, par exemple, ils le gardent 2 heures en visu pour vérifier bien qu'ils sont vraiment morts, etc. Chaque décès est constaté par un médecin quand même, donc il y a peu de place pour la tromperie là-dedans. T'as déjà vu des familles qui réclamaient des mises en scène un peu délirantes ou même des mises en scène particulières, tu vois, même dans les cérémonies ou quoi, ou des trucs un peu étranges qui sortent du commun? Alors, étrange, je dirais pas étrange parce que chaque famille est différente et chaque famille a sa propre personnalité, mais ça m'est arrivé de faire des cérémonies où la
l'assemblée se lève et fasse la chenille autour du cercueil, quoi. Enfin, chenille géante. Ça m'est arrivé de boire de l'apéritif autour du cercueil dans le cimetière avec des familles, par exemple. C'était déjà arrivé qu'il y ait des bagarres qui éclatent comme ça en pleine cérémonie? Ouais, Comme quoi, par exemple? Alors, je me rappelle ma toute première cérémonie en tant que maître de cérémonie, donc j'avais énormément le stress parce qu'en plus de ça, j'avais mes anciens patrons qui s'étaient déplacés pour voir comment j'officiais, etc. Où je sais pas ce qui s'est passé et d'un coup, au moment d'inhumer la dame dans sa tombe, il y a une dame qui s'est mise à hurler. Je sais plus ce qu'elle a hurlé. Et moi, on m'attend pas ou quoi, un truc comme ça. Ouais. Bon, bref. Et j'entends un mec qui dit oh non, pas l'alcoolique là. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, elle s'est approchée de la tombe et elle a commencé à vouloir mettre une claque à ce mec en question. Il a failli tomber dans la tombe, je l'ai rattrapé au bon moment. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée au milieu. J'avais des mains qui passaient dans tous les sens, des coups de poing, des idées là. Et moi, j'hurlais, c'est pas le moment, c'est pas le lieu ni l'endroit et tout. Ah ouais, ça arrive souvent, hein. Faut pas croire. Hein. Les émotions, les rancœurs, les regrets aussi et la colère. En fait, quand on vit le deuil, il y a tellement d'émotions qui font surface et il suffit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites depuis des années et puis avec les émotions de tristesse, de colère, etc., ça va sortir d'un coup et du coup derrière ça génère des bagarres. Ou alors par exemple, encore plus récemment, j'ai eu affaire à une bagarre dans le cimetière parce que ce petit jeune s'était suicidé et ce qui s'est passé c'est que la famille avait interdit aux amis de venir. Pourquoi? Parce que quand il s'est suicidé, il était entouré de toutes ces personnes. Voilà. Donc la famille avait besoin d'avoir un fautif dans cette histoire et c'est tombé sur les amis. Donc, mais c'est dingue, du coup les amis ils n'ont rien fait dans cette histoire-là. C'est comme ça, on peut pas juger le deuil d'une maman qui vient de perdre son fils dans des conditions très compliquées comme ça. Et il lui faut quelqu'un à qui en vouloir et malheureusement c'était tombé sur les amis qui étaient présents ce soir-là. Et c'est vrai qu'elle avait demandé à ce que l'enterrement soit en intimité familiale du coup, que les amis ne viennent pas et ils sont quand même venus. Ok, ouais. Donc en fait, ça a été une histoire qui a été assez longue parce que du coup, il y a eu une enquête quand même policière, il y a eu une autopsie, on a mis plus de 15 jours à enterrer ce jeune homme. Elle a révélé quoi l'autopsie finalement? Que c'était bien quoi, enfin, concrètement. Mais la famille, pendant ces 15 jours, c'est vrai qu'ils s'étaient focalisés sur l'idée de se dire ouais, c'est à cause des amis. Et donc, avec la tristesse, le fait que ce soit très long de passer ce cap de l'enterrement, etc., d'aller voir le corps de temps en temps à l'IML. En fait, voilà, il y a eu un cumul, il y a eu un trop plein d'émotions. Et puis, le jour des obsèques, c'est sorti. Ouais. Voilà. Il s'est passé quoi du coup le jour des obsèques? Eh bien en fait, un membre de la famille a aperçu au loin un petit groupe de jeunes, donc il a été les voir en disant qui vous êtes en fait. Et là ils ont expliqué que c'était les amis et la maman s'est retournée à ce moment-là, a reconnu, et elle s'est mise à hurler. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris ce qui s'est dit parce qu'ils étaient un peu plus loin dans le cimetière. J'avais anticipé, j'avais senti le truc venir parce que moi pendant la cérémonie j'avais vu ce groupe de jeunes arriver. Je savais qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Ouais. Je me suis dit fais sortir tout le monde du cimetière au plus vite parce que je sens que ça va partir en bagarre. Donc j'ai commencé à faire sortir les gens et c'est à ce moment-là aussi qu'après, la maman a vu ces jeunes, etc. Et puis les oncles, les frères, les sœurs, tout le monde s'y est mis et c'est parti en cacahuète, quoi. Putain. C'était déjà arrivé qu'il y ait des révélations, par exemple en cérémonie, je sais pas, par exemple, quelqu'un a trompé sa copine et en fait, je sais pas, ses maîtresses par exemple arrivent, on sait rien. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, heureusement, parce que c'était le moment le plus gênant de ma vie. Okay. La maîtresse s'est pointée aux obsèques. Et du coup, les autres n'étaient pas au courant que... Exactement. Et il y avait la femme qui était présente à ce moment-là. Donc en fait, on était au crématorium, il y avait la femme qui était assise, qui pleurait son mari, etc., qui ne savait pas qu'il était infidèle. Ouais, aussi. Ouais. Voilà. Ah, elle ne savait pas du tout, elle? Non, elle ne savait pas du tout. Et en fait, la maîtresse arrive, se met dans le fond de la salle, et puis elle commence à rigoler, piailler, etc. Bon, j'étais là, bon, ok. Et toi, tu sais que c'est la maîtresse à ce moment-là ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Je me suis dit, mais pourquoi elle rigole? Donc à un moment donné, je suis allée la voir parce que mon rôle aussi, c'est de faire en sorte que la cérémonie se passe bien et que les gens respectent aussi ce dernier hommage. Donc c'est vrai que les cancans, les rigolades et tout ça, des fois, c'est un peu limite. Donc je vais la voir, je lui demande de faire moins de bruit, par respect pour le défunt, pour sa famille. Elle dit, ouais, mais moi, je suis la maîtresse. Mais elle a dit tellement fort que tout le monde s'est retourné. Oh oh. Ouais. Oh oh. Et la femme qui s'est levée, qui va la voir, qui dit ouais, vous êtes qui et machin, qu'est-ce que vous êtes à l'enterrement de mon mari? Oui, mais c'était mon amant. Et donc bon, moi ce que j'ai fait, c'est que je demandais à un de mes garçons, un de mes porteurs, de sortir la dame dehors pour apaiser les tensions. Et puis la femme, elle a été tellement sous le choc et en colère qu'elle a demandé à ce qu'on arrête la cérémonie, clairement. Elle a craché sur le cercueil de son mari et s'est barrée.
Voilà, fin de l'histoire. Et moi, j'étais là au milieu, je me suis dit, bon, Oh merde. ok, c'est ok. Peut-être question que les gens se posent aussi, mais financièrement, ça se passe comment? Est-ce que c'est le défunt qui paye en avance son cérémonie ou c'est la Alors, famille ou... En fait, ça dépend. Des fois, il paye en avance parce qu'il a le contrat obsèque, donc il a déjà payé ses obsèques. Ok, ça coûte combien quand tu payes en avance comme ça En fait, ça coûte le prix d'une obsèque, tout simplement. Sauf que c'est mensualisé souvent. Voilà. C'est comme une mutuelle. Ok, ouais. Tout simplement, on paye 30, 40, 50 euros par mois et ça fait ça génère un certain montant de capital dont on se servira pour les obsèques. Ouais. Voilà. Et après, ensuite, on peut se prélever sur les comptes des défunts aussi. Ok. C'est-à-dire qu'on nous donne le relevé d'identité bancaire, avec l'acte de décès. Nous, on se met en relation avec les banques, on leur envoie directement notre facture, etc. Puis l'accord de la famille, et puis nous, on peut se prélever sur le compte. Ok, ouais. Il n'y a que les impôts et les pompes funèbres qui peuvent se prélever sur le compte de défunts Ok. quand ils sont déclarés décédés, à hauteur de 5 000 euros. Mais ouais, ça c'est une possibilité. Ou après, il y a des familles qui nous payent directement, il y a des familles qui veulent nous payer en carte bleue, sans contact. Ok, ouais. Sans contact, bon, on va se calmer parce que 4 000 euros en sans contact, ça m'étonnerait que ça passe. Ouais. Ou il y a des familles qui nous font des chèques, tout simplement. Ok, ouais. Ou des fois, on fait des facilités de paiement parce qu'il y a des familles, des fois, qui se retrouvent dans l'impasse et c'est compliqué et on n'est pas là non plus pour, comme beaucoup pensent, on n'est pas là pour se faire du fric tout le temps sur le dos des morts. On a aussi de l'empathie. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent pratiqué la facilité de paiement à mes familles. Je leur laisse 1 an pour régler les obsèques. Tous les mois, elles viennent donner quand elles peuvent, etc. Ça existe je connais rien, mais ça existe des cérémonies qui peuvent être plus chères que d'autres, où ils veulent mettre le paquet, je sais pas, où il se passe des trucs, ou au contraire, c'est toujours plus ou moins la même chose Alors, oui, ça existe. Il y a des cérémonies où on va avoir... Je me rappelle d'une cérémonie qui avait coûté assez cher quand même. Ça s'approchait des 10 000 euros. Ok, ouais. Ouais, où il y avait énormément de voitures de luxe. Voilà, le monsieur était un pilote de course. Ok. Il aimait les grosses voitures, style Lamborghini, Ferrari, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément de voitures de luxe. On avait fait un très très beau cortège d'ailleurs, c'était magnifique, incroyable. Ouais. On avait été escortés par la police, etc. aussi parce que il y avait tellement d'argent qui défilait là, dans les rues qu'on on avait fait fermer la ville de façon à ce que pendant la cérémonie les voitures soient pas touchées. Il y avait la police qui surveillait les voitures pendant la cérémonie. Et énormément de fleurs. Ok, ouais. Énormément de fleurs, mais que la famille avait voulu acheter. Hein. Ouais. Je crois qu'il y avait eu pour 2 000 euros de fleurs, quoi. Truc de fou. Donc oui, après ça arrive qu'on ait des obsèques un peu, où on mette le pactole. Après il y a des obsèques où ils veulent des lâchers de ballons, des choses comme ça. Bon après, je veux dire, un lâcher de ballon en soi, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ouais. Mais ça fait des fois augmenter les tarifs, quoi. Il y a des cérémonies où ils veulent des traiteurs après, des choses comme ça, donc on gère tout ça, quoi. Ou des musiciens, ou des chanteurs, des chorales, du coup on augmente beaucoup les tarifs, quoi. T'as déjà eu des familles qui veulent habiller, je sais pas moi, le défunt avec un costume spécial ou autre de ce qu'on a dit tout à l'heure, je sais pas moi, des vêtements bizarres ou pas bizarres Il y a des familles qui veulent que leur défunt parte à poil. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est le plus simple appareil. Ok. Ça arrive comme ça arrive des défunts qui partent avec des robes de mariée énormes. Ok. Mais c'est très 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 sympa à mettre, ça. Ouais. Très compliqué d'ailleurs. Après on a les costumes de cérémonie pour les anciens militaires, les anciens policiers, les cyclistes aussi, ça a été bien galère. Ok. La tenue de cycliste bien collante, bien moulante, c'est pas simple à mettre aussi. Et une fois j'ai enterré quelqu'un en viking. Ça c'était trop chouette. Attends, c'est trop marrant. Ouais. Comment ça se passe en viking? Du coup, il y a un espèce de costume de viking. Ouais, un gros costume avec de la fourrure, etc. Ouais, c'était trop... j'étais trop contente. Incroyable. Parce que j'aime bien faire des trucs un peu originaux comme ça. Et quand ça arrive, c'est chouette. C'est quoi la situation la plus gênante que tu as pu vivre, je sais pas, avec une famille d'un défunt ou même avec des gens, tu vois, qui viennent voir pour... En fait, il y avait eu une situation ultra gênante. C'est celle où je me suis fait draguer par le conjoint, le fiancé de la petite fille au défunt. C'est-à-dire que moi, je m'occupais de l'enterrement de papy et que le fiancé de la petite fille au défunt est venu me voir pendant la cérémonie et il m'a fait un peu de rentre-dedans, quoi. Il m'a demandé mon numéro, etc. et tout ça. Et j'ai trouvé ça très gênant, très très gênant parce qu'en fait, je sais pas, il y avait sa future femme qui était en train de pleurer sur le cercueil de son grand-père et lui, il était en train de me draguer clairement, quoi. Quelle horreur.
en plein milieu du cimetière, mais qui fait ça? Et elle est au courant ou... Au courant, c'est pas moi qui suis allée lui dire. Moi, je reste à ma place, je me suis reculée, je lui ai dit que c'était pas le moment, que c'était ni le lieu et qu'il manquait de respect énormément à la cérémonie et à tout ça, quoi. T'as déjà eu des débats? Par exemple, je sais pas moi, telle ou telle personne qui veut mettre ça dans le cercueil, mais les autres veulent pas, ou des situations un peu incongrues comme ça. Ouais, en fait, j'avais alors, c'était pas pour mettre des choses dans le cercueil, mais j'avais une famille qui se sont disputées parce que j'avais un de mes porteurs qui était de couleur. Ok. Et Attends, en quoi? fait, comment? Il était... Ok, et pourquoi ça? Genre, il voulait pas qu'un... Il y a un membre de la famille qui refusait que son père soit porté par un porteur noir, tout simplement. Et bon, juste parce qu'il était raciste, il n'y a pas de... Exactement. Mais ils se sont vraiment embrouillés parce que d'un côté, il y avait un mec qui était super raciste et de l'autre, il y avait quelqu'un qui était super tolérant. C'était très compliqué à gérer, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait comprendre à la personne qui refusait, je leur ai dit, de toute façon, ici, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est mon équipe, c'est comme ça ou c'est pas autrement, quoi. Si vous n'êtes pas content, vous partez ailleurs, clairement. Les porteurs, c'est quoi? C'est ceux qui portent le cercueil? C'est ça, exactement. Et t'as déjà eu des galères avec ça? Genre, je sais pas moi, ils risquent de faire tomber le cercueil, j'en sais rien, ou... Alors non, je prie tous les jours pour que ça ne m'arrive jamais, mais j'ai des confrères qui ont déjà eu des soucis avec ça, qui ont déjà fait glisser le cercueil au cimetière, ou mis un accroc dans le cercueil, ou ils ont craqué le pantalon en levant le cercueil. Je prie pour que ça m'arrive jamais parce que c'est la honte internationale, mais ça peut arriver des choses comme ça. C'est quoi un peu les enjeux quand tu fais une cérémonie comme ça? Les trucs que t'espères qui arrivent pas, les trucs qui peuvent mal tourner? J'espère que le corbillard ne tombe pas en panne. Parce qu'on est en plein convoi et là le corbillard tombe en panne, on se retrouve avec le cercueil derrière et toute la famille derrière, on se dit comment on fait là? Ça c'est un truc, ça c'est ma phobie quoi, que mon véhicule tombe en panne pendant une cérémonie ou je sais pas, après on peut partir dans les extrêmes, mais qu'il y ait un règlement de compte. Je pense à une famille que j'ai accompagnée il y a un petit moment maintenant où il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre, la personne a pris 2 balles dans la tête et le jour de la cérémonie, enfin même quelques jours avant la cérémonie, la famille recevait des menaces parce qu'on n'avait toujours pas trouvé le meurtrier présumé. Et ils pensaient que c'était dans la famille opposée, quoi? Non, pas forcément. Ah, okay. Non. En fait, on ne trouvait pas... la gendarmerie ne trouvait pas qui avait fait le meurtre, quoi. Mais il était toujours dans la nature, le meurtrier, clairement. Et la famille recevait des menaces de certaines personnes. Mais on était là, en fait, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce que le jour des obsèques, il ne va pas y avoir un autre règlement de compte on va se faire buter, quoi. Ouais. Donc là, j'avais demandé à ce que la police fasse la sécurité des obsèques. Donc ça, c'est le pire du pire, quoi. Enfin, qu'on se retrouve dans un règlement de compte par arme à feu ou que mes garçons se fassent tirer dessus ou moi-même, ou même tout simplement la famille, quoi. Ouais. Voilà. Putain. Mais après... bon. Finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ok. on a énormément stressé avant, pendant, un petit peu après, on était encore dans le truc de l'adrénaline, mais après, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu assistes du coup à des espèces de discours aussi pendant la cérémonie ou pas forcément? Oui, bien sûr. T'as déjà eu des trucs un peu étonnants dans ces discours-là, ou des trucs où tu t'es dit putain c'est marrant, des gens qui jouent à la carte de l'humour ou au contraire? Ouais, il y a beaucoup de gens qui jouent la carte de l'humour et ça c'est génial, je trouve ça tellement émouvant parce qu'en fait quand ils parlent, et puis ils mettent en avant qui était le défunt et je trouve ça très beau de pouvoir jouer le jeu jusqu'au bout. Il y a des discours qui sont très drôles, il y a des discours qui sont très tristes et il y a des discours qui sont très gênants. Ok, ouais. Pas genre le petit-fils qui règle les comptes avec son grand-père décédé juste à côté. Oui, avec les autres, t'as été un bon grand-père, mais avec moi, t'as été vraiment un grand-père de merde. Il y a déjà vu ça? Ouais, ça a déjà arrivé, ouais. Des choses comme ça arrive des fois. Les gens, ils ont besoin de prendre la parole des fois pour régler les comptes. Et ça les libère d'un poids peut-être aussi. Ça leur permet d'avancer potentiellement de leur deuil également. Hein. Ils ont réagi comment, la famille à côté, quand il a dit ça, lui? Ils étaient gênés. Ouais. Ils étaient très gênés, quoi. Ils se sont dit, mais pourquoi? Enfin, moi, la première... à l'enterrement de mon père, j'ai un de mes oncles qui est toujours foufou. Et on se demande toujours ce qui va se passer. Et puis d'un coup, il s'est levé à l'enterrement de mon père. On s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Et puis non, il a fait un truc trop cool. Mais des fois, il y a des choses comme ça, on peut pas l'arrêter. C'est de l'improvisation et puis c'est OK. T'as eu d'autres, je sais pas, discours un peu marrants que t'as vus ou que t'as entendu? Des choses que j'ai entendues, pas forcément pendant les obsèques, mais avant, j'avais accompagné une famille ils étaient tellement drôles. Et en fait, ils ont mis un message sur Facebook. Donc ils ont pris le Facebook du défunt et le fils, il a écrit un message sur son profil en disant « Salut, vous devez tous le savoir, je suis mort. Je vous invite tous à mes obsèques.
tel jour, telle heure, au crématorium de tel endroit, etc. S'il vous plaît, ne pleurez pas, mais par contre, buvez l'apéro à ma santé. Je vous fais des bisous, on se reverra de l'autre côté, des choses comme ça. Je dis, mais waouh, mais c'est lunaire, mais en fait, c'est mieux qu'un avis de décès dans la rubrique nécrologique. C'est trop drôle, trop génial. Et en fait, le défunt était comme ça de base, donc pour moi, ça fait sens, en fait. Et les gens, ils l'ont bien pris quand il y a des trucs comme ça. Mais bien sûr, mais parce que après, si les gens connaissent le défunt, ils savent que c'était clairement lui, il aurait clairement pu le faire. Je sors un peu de ce registre, mais t'as déjà eu des trucs un peu genre dégueulasses, je sais pas moi, des insectes dans les cadavres encore, ou des trucs qui n'auraient pas été bien nettoyés ou... Oui, ça arrive. Ah oui. Oui, ça arrive, les insectes, ouais. Tout ce qui est asticot, par exemple. Si on a un corps qui est en état de décomposition depuis un moment, bien sûr que les asticots font place, quoi. Donc ça arrive, Putain. C'est particulier, c'est compliqué, mais toujours pareil. Notre métier, c'est d'accompagner la personne dans la dignité et jusqu'au bout, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas simple. On voit pas des choses très simples tous les jours. On voit des choses, des fois, d'une extrême brutalité. On se demande... Des fois, on se dit, mais c'est pas possible, il y a que dans les films qu'on est censé voir ça, mais pas du tout, en fait. C'est quoi un peu ta routine de préparation quand tu dois préparer une cérémonie comme ça, les différentes étapes par lesquelles tu passes En fait, il y a tellement d'étapes, on se rend pas compte. La première étape, c'est d'accueillir la famille, de tout préparer, choix des obsèques, choix du cercueil, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. On établit vraiment la chronologie de la cérémonie, la date, l'heure, etc. On met en place toutes les équipes. Ensuite, on s'occupe des transports de corps, donc on va chercher les corps sur les lieux de décès. Donc vraiment, on fait tout de A à Z, quoi. On fait tout ce qui est démarches administratives dans les mairies, etc. Et ensuite, ça déroule tout seul. Du moment qu'on a le corps, on procède à l'habillage, aux soins de conservation, à la présentation du corps et ensuite à la cérémonie. Puis tout dépend de ce qu'ils souhaitent pour la cérémonie, mais il y a des cérémonies qui demandent plus de travail que d'autres. Donc on y travaille dessus. Il faut compter à peu près 5 jours pour faire quelque chose d'assez sympa. Il y a déjà des gens il y a déjà des défunts où il n'y a personne qui est venu à la cérémonie, par exemple. Ouais. Ah ouais? C'est méga triste. Mais parce que la personne n'avait pas de famille, ou alors après on n'est pas là pour juger, nous on est dans la tolérance et dans la neutralité des plus profondes. C'est-à-dire qu'il y a des fois des personnes qui ont eu des parcours de vie très compliqués, qui se sont embrouillées avec tout le monde ou qui étaient, je sais pas moi, je dirais peut-être alcooliques, je sais pas moi, je connais pas avec exactitude le parcours de chaque famille. Est-ce que dans ce cas-là, chaque défunt. Il y a quand même une cérémonie dans ce cas-là ou c'est juste... Oui. Ah ouais? Oui, quand même. C'est mon métier. Ouais. D'accompagner tout le monde dans la dignité. Donc oui, ça m'arrive. Alors, c'est pas des cérémonies aussi longues qu'habituellement, mais oui, ça m'arrive de me retrouver seule à des obsèques avec le défunt, mon équipe de porteurs. Et s'il nous reste des pétales d'une ancienne cérémonie ou même des pétales séchés que j'ai toujours à disposition, on fait un geste d'hommage, nous, on met des petites pétales, des choses comme ça. Et je prends toujours... En fait, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir lire quand même au moins un poème ou un texte. Voilà. Ok. Même si personne ne l'entendra, c'est pas grave. C'est mon métier d'accompagner cette personne jusqu'au bout. Donc pour moi, ça fait sens qu'il ait quelque chose, un dernier au revoir, quoi. C'était déjà arrivé plusieurs fois, ça? Oui. Ah ouais? Ouais, plus souvent qu'on ne le pense. Ouais, les indigents, les SDF, des personnes sans famille, etc. Oui, ça arrive très souvent. Et au contraire, parfois, tu as des cérémonies où il y a trop de gens. Oui, des fois, on passe du tout au rien. La veille, on était seuls à la cérémonie et le lendemain, on se retrouve avec 800 personnes, quoi. Ah ouais? Ouais, en général, quand on est sur des deuils de jeunes, il y a beaucoup de monde. Ouais. Beaucoup de monde, ouais. Ou alors sur des deuils de personnes qui étaient un petit peu connues dans la ville, qui étaient investies dans des assos, en politique, etc. On retrouve assez de monde, ouais. T'as déjà été touchée par une cérémonie où... Ouais, on va dire que les cérémonies qui vont me toucher le plus, bien qu'elles me touchent toutes, c'est les enfants. Ouais. C'est... Comment dire ? C'est juste illogique ce qu'on vit à ce moment-là. Et c'est terrible parce que on me dit souvent que j'ai énormément de courage de faire ce métier. Mais je peux t'assurer, aujourd'hui, je n'ai pas le courage de ses parents. Et je pense que je ne l'aurai jamais. C'est fou, c'est... T'as un exemple comme ça de... Je vais prendre l'exemple de la première petite fille que j'ai accompagnée. Je vais même citer son prénom parce que je sais que les parents me donnent toujours cette autorisation-là. Elle s'appelait Lia. Elle avait 2 ans et demi. Elle est décédée d'une tumeur au niveau de l'estomac. Et ça a été la première petite fille que j'ai accompagnée dans le deuil. Les premiers parents que j'ai accompagnés dans ma carrière. Donc pour moi, ça a une consonance particulière, on va dire. Voilà. Ça a été extrêmement difficile parce que quand c'est la première fois que tu te retrouves face à un enfant décédé, tu te dis mais pourquoi ? En fait, il y a ce mélange d'émotions de se dire oui, on doit faire notre travail, ok, on le fait, mais il y a aussi ce truc de se dire mais c'est pas normal en fait. C'est pas pourquoi on fait ça, quoi. Et après, il y a le côté qui nous ramène un petit peu à la réalité, qui nous dit oh purée. Et on se plaint pour l'augmentation de l'essence, l'augmentation du prix des pâtes. Et ses parents, ils sont en train d'enterrer leur fille. Ouais.
Mais vous vous plaignez de quoi en fait? T'as d'autres exemples comme ça qui t'ont fait relativiser sur la vie, tu vois Ouais, les accidents de la route, Ouais. par exemple. De toute façon, quand le décès n'est pas programmé, hein, comme des fois, il y a des cancers, on sait que malheureusement la maladie sera incurable. Donc, même si on se fait jamais à l'idée, on commence à se préparer au deuil, mais il y a des fois des deuils qui arrivent comme ça. On s'y attend pas, quoi. Ou 5 minutes avant, on voit la personne et je sais pas, 1 heure après, on reçoit un appel de la gendarmerie disant il est décédé, quoi. En général, c'est peut-être une question bête, mais en termes de statistiques, t'as une idée, est-ce que c'est plutôt genre des morts genre normales, entre guillemets, vous accompagnez, je sais pas, de vieillesse ou voilà, de personnes âgées, ou au contraire, c'est plutôt des accidents, des trucs qui arrivent de manière impromptue, comme ça. C'est quoi un peu la stat des gens Alors, à échelle nationale, c'est plutôt la vieillesse quand même. Ouais. Voilà. Et après, il va y avoir tout ce qui est accident, etc. Moi, je vais parler au sein de mon entreprise, c'est les cancers. Ok. Voilà. J'enterre des personnes âgées, oui, mais j'enterre beaucoup de personnes jeunes. Et en termes de, je sais pas, si on fait un peu une stat, c'est quoi? C'est 20% de personnes jeunes, 30%, à peu près. Je dirais plutôt 60% de personnes jeunes, quoi. 60% de personnes jeunes? Oui, c'est impressionnant, de plus en plus jeunes. Quand je dis jeune, pour moi, 50 ans, c'est jeune. Hein. Ok, ouais. Voilà. Mais on va dire, ouais, aux alentours des 50, 60 ans, énormément. La trentaine, la quarantaine aussi. Ouais. Et après, les plus jeunes. Les accidents de la route, la vingtaine, Ouais. malheureusement. Les suicides aussi. Dans la vingtaine, ça arrive. Puis les jeunes enfants, les bébés, quoi. Ouais. C'est quoi un peu les causes de mortalité les plus fréquentes que tu vois, du coup, c'est ça, c'est... Moi, ça va être le cancer principalement, Alzheimer après. Ouais. Des fois, il y a les Alzheimer précoces aussi. Il y a des personnes qui décèdent de Alzheimer à 60 ans. Ok, ouais. Mais c'est vrai que les cancers, c'est quand même une catastrophe. Ok, ouais. C'est cancer de quoi en général c'est... C'est très aléatoire. Ah ouais? En fait, ça peut être cancer du poumon, cancer du foie, cancer du pancréas, Ok. des cancers généralisés, des fois des cancers qui se révèlent un mois avant et puis un mois après, c'est fini, quoi. Tu deviens pas parano, je sais pas, au bout d'un moment, à force de voir plein de causes de décès comme ça. Je sais que moi, quand je vois quelqu'un qui meurt d'un truc, je suis en mode, j'ai peur que ça m'arrive ensuite, et du coup, je fais hyper attention à Si. ça, tu vois. Mais... C'est clair que quand on accompagne beaucoup de monde qui décède comme ça de maladies Ouais. qui arrivent un peu comme ça, tardivement et qui sont surprenantes, on va dire, c'est vrai qu'on a tendance à psychoter un petit peu. Ouais, moi, ça m'arrive des fois dès que j'ai un peu mal à l'aine. Ah, j'espère que c'est pas un cancer du sein. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est fou, mais on vient à psychoter derrière, c'est terrible. Et on voit tellement de choses des fois qu'on se dit, mais waouh, c'est chaud, la vie tient tellement qu'à un fil. Est-ce que tu te rappelles la première fois, je sais pas, où t'as été confronté à un mort? Par exemple, à un décès, comment c'était, En tant que professionnel. Bah, même dans ta vie, en fait, comment tu t'es senti Alors, dans ma vie, la première fois que j'étais confrontée à la mort, j'avais 11 ans. Et j'avais demandé à aller voir la personne qui était décédée, c'était ma tante. Ouais. Et j'y tenais vraiment, étonnamment. En général, les jeunes, ils y vont pas trop. Mais peut-être que j'avais déjà un truc avec la mort, quoi. Et je me rappelle avoir mis une rose sous ses mains. Ouais. De l'avoir touchée, de l'avoir manipulée à 11 ans. Je me suis dit, bon, ça m'a jamais tant perturbée que ça en soi. Après, il y a eu mon père aussi, où pareil, mon père reposait dans notre domicile et je dormais dans la pièce à côté pendant 5 jours. Et c'était ok, quoi. Mais parce que c'était mon père. Ouais. Donc, je pense pas que j'aurais dormi avec un défunt que je ne connais pas, hein, bien sûr. Mais vu que c'était mon père, ouais. Et après, la première fois que j'ai vraiment manipulé un défunt, j'ai encore la sensation sur les mains, en fait. La sensation de froid, de raideur. C'est très particulier. C'est très particulier. Et bon, je l'ai fait parce que je me suis dit, ouais, ce que tu es en train de faire, c'est ultra important, quoi. C'était quoi le premier défunt que... C'était une petite dame très âgée et toute fine, toute mince. Donc, je me rappelle vraiment sentir les os aussi. Donc, ouais. Elle était morte de vieillesse. ouais. Voilà. Il y avait une odeur, il y a une odeur quand il y a un truc comme ça, ou bien au contraire, il n'y a plus... Alors, oui, la mort a une odeur. Ok. Bien sûr, la mort a une odeur, pas toujours. Il y a des défunts qui ne sentent absolument pas. Tout dépend des raisons de la mort aussi. Tout dépend de la date de la mort. Voilà, si le défunt est en décomposition bien avancée, bien évidemment qu'il y a des odeurs, quoi. Mais après, il y a des maladies aussi qui font que, voilà, s'il y a des nécroses, des escarres, des choses comme ça, du coup, oui, évidemment, ça sent un petit peu. Ouais. Il y a une couleur aussi, ou pas forcément Oui, les corps changent de couleur. Ah ouais? Oui, on va dire que tout dépend aussi des circonstances du décès. Si c'est un arrêt cardiaque, le corps va être plutôt rouge-bleu. Et si il y a une décomposition avancée, le corps va commencer à devenir gris, puis vert, puis après il va nécroser, quoi. Ouais. Ça fait bizarre d'habiller un mort, genre par exemple t'as parlé tout à l'heure de faire les ongles par exemple, tu vois. Non,
En fait, ça me fait pas bizarre parce que je me dis... En fait, moi, c'est mon travail de les accompagner au mieux, de les accompagner à la dignité. Je me dis, si je le fais pas, personne ne le fera. Ouais. Donc c'est mon rôle de pouvoir les habiller, de les rendre beaux pour ce dernier hommage, de les rendre beaux pour leur famille, etc. Et c'est ultra important en fait. Et quand tu penses comme ça, tu me dis pas « oh c'est bizarre », etc. et tout ça. Non, moi je le fais, c'est parce que je dois le faire, parce que c'est mon travail et parce que cette personne mérite qu'on s'occupe d'elle, quoi. Il se passe quoi si demain, genre, je sais pas, c'est quelqu'un qui a pas du tout d'argent et pourtant il y a quand même une cérémonie qui doit avoir lieu, enfin comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà une cérémonie si le gars a plus d'argent, il a rien En fait, par exemple, les indigents, les SDF qui n'ont pas de revenus, etc., et qui sont sans domicile fixe, les mairies, les lieux de décès prennent en charge les obsèques. Ok. Voilà. Et du coup, le corps, il est quand même entretenu, entre guillemets, ou Ça va être le strict minimum. Ouais. Toujours pareil, ça dépend sur quelle pompe funèbre cette personne va tomber. Il y a des pompes funèbres qui vont en avoir un petit peu rien à faire, donc il va partir comme il est venu, quoi, sans rien, très simple, pas de cérémonie et tout ça. Par contre, s'il passe par moi, c'est différent. Moi, ça reste une personne, ça reste quelqu'un qui a vécu, qui a un parcours, qui a des histoires, qui a eu une vie et qui mérite d'être accompagné dignement. Donc je me débrouille toujours. Alors, je sais, ma comptable, elle va me taper sur les doigts. Elle m'a déjà tapé sur les doigts plusieurs fois, mais je me débrouille toujours pour trouver des tenues, même si c'est à Emmaüs, d'aller chercher une tenue propre pour qu'il puisse partir proprement. Après, c'est sûr qu'on va utiliser le cercueil le plus simple, le capiton le plus simple. Ça sera une cérémonie très simple, il n'y aura personne, voilà. Mais on va limiter les budgets au maximum, mais je préfère que ça soit fait dans la dignité quand même, quoi. peut-être une question un peu morbide, mais c'est quoi un peu les pires, je sais pas, les pires cadavres que tu aurais peut-être vus ou que tu aurais entendus à travers ce métier, ou les trucs qui t'ont marqué, où tu t'es dit... Ben, moi, ça a été mon tout premier suicide, je dirais, qui m'a le plus... Non, ouais, il y en a eu deux suicides qui m'ont très très marqué. Le premier, où, comme je disais tout à l'heure, c'est un monsieur qui s'était mis un coup de fusil dans la tête. Ouais. Je me rappelle, à ce moment-là, il y avait la police scientifique qui était sur les lieux, parce que comme il y avait une arme à feu, automatiquement, il fallait récupérer le maximum d'empreintes et de... Merde, je sais plus comment on dit. De preuves. De preuves, exactement. Et il y avait la gendarmerie, les pompiers, il y avait beaucoup de monde. Et le gendarme me dit, c'est la première fois. J'ai dit oui, j'avais pas encore vu. Ouais. Et là, il a sorti le téléphone, il s'est mis à filmer. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, oh non, rien, je capture les images pour les preuves, etc. Et je me suis approchée et puis j'ai fait la découverte du corps et puis il s'est rien passé en soi. Enfin, en moi, il s'est passé plein de choses. Ouais. Mais le gendarme, il me regarde, il me dit, bon, c'est nul. Il me dit... Et là, il a rangé le téléphone. Je dis, en fait, vous me filmiez. Ouais, c'est ça. Il voulait voir si j'allais pas vomir ou tomber dans les pommes, il voulait filmer. Voilà, parce que des fois, c'est tellement particulier, c'est tellement... Ouais, ce corps-là m'a beaucoup choquée, parce que moi, j'adore tout ce qui est esprit criminel, les enquêtes policières, les meurtres, les ci, les là. Et là, je me retrouvais sur une scène de crime, et c'était réel. Ouais. C'était pas fictif, là. Et de voir ça, je me suis dit, waouh, en fait, là c'est réel. Là. Et puis, je me rappelle, en plus, c'était un stage d'observation pour moi, et je voulais savoir si vraiment je voulais faire ce métier au quotidien ou pas. Donc ça a été très révélateur aussi. Ouais. T'as vu quoi à ce moment-là? T'as vu l'arme encore par terre ou pas forcément? Alors l'arme, c'est la police scientifique qui... Enfin, j'ai vu surtout un mec de la police scientifique passer à côté de moi avec l'arme. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être vraiment dans un film, quoi. T'es là, waouh, mais c'est impressionnant, quoi. Moi, j'ai toujours adoré ce genre de série, etc. Et là, t'arrives sur des lieux, t'as les pompiers, les gendarmes, la police scientifique, la gendarme. T'es là, waouh, c'est fou. Et puis t'as ce corps qui était assis, qui était positionné assis. Ah, il était était assis? Ouais, il y avait plus de tête, du sang partout. T'es là, waouh, c'est réel. Ouais. Il y en a beaucoup qui jugent notre travail, notre métier, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, clairement. Et de ce qu'on fait surtout. Parce que non, le métier de pompe funèbre, ça ne s'arrête pas à encaisser les chèques pour des enterrements, quoi. Il faut vivre, il faut faire ce qu'on fait au quotidien. Bon, moi, parfois, j'ai vu sur Internet qu'il y avait la mention, je sais pas, de fosses communes. Ça existe vraiment, ce truc-là? Ou si t'as des gens qui n'ont pas d'argent, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont mis comme ça dans des fosses communes ou pas? Alors, c'est quoi, en fait? C'est pas des fosses communes. Les fosses communes, c'est des ossuaires. C'est ce qu'on utilise quand les concessions ont dépassé un certain délai. Okay. Par exemple, les familles ne vont plus sur les concessions ou qu'elles arrivent à terme, à échéance, etc. On récupère tous les ossements, on va les mettre dans des ossuaires. Ouais. Voilà.
plutôt des terrains communs, on va dire, où les personnes sont enterrées en pleine terre, qui sont prêtées par la mairie. Ouais. Voilà. Mais ils ne sont pas tous enterrés dans le même trou, quoi. Ils ont chacun quand même leur sépulture. Ok, ça marche, ouais. Mais du coup, c'est jamais tout de suite directement dans ça. Non, ouais, c'est dans une tombe. Il aura Ouais. un enterrement classique, mais voilà, dans une tombe pleine terre, voilà. Ça marche. Sabrina, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que tu voulais dire, peut-être aux gens qui nous regardent ou j'en sais rien Profiter de la vie. Profiter de la vie et surtout, comme je dis souvent dans mes cérémonies, on n'a qu'une vie. Il faut la vivre pleinement, sans se soucier du regard des autres, sans se soucier de ce qu'on pourrait dire ou penser de nous. Il faut profiter, tout simplement. Et prendre soin des autres aussi. Et de soi. C'est sûr. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à toi, Noah. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous rappelle évidemment que si vous aussi voulez participer à un épisode de StoryCube, vous avez un mail, ça fait juste ici. N'hésitez pas à envoyer un petit récap. Et pour les autres, je vous mets 2 autres épisodes qui apparaissent maintenant à l'écran. Vous pouvez cliquer sur votre écran pour continuer à passer la soirée avec nous. C'était Noah. Bye.